Madame, Monsieur, bonjour. À l'émission de Touche-à-Tout, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le coordonnateur et chargé de projet d'un organisme qui s'appelle Quad Amiante. Alors, j'ai Martial Nadeau. Bonjour, Martial. Bonjour. Quad Amiante. Qu'est-ce que c'est, cette bébite-là? Qu'est-ce que c'est, cet organisme-là? Quad Amiante, c'est un club d'amateurs de VHR, spécifiquement le quad en tant que tel. Donc, on est un regroupement d'amateurs de quad. On est 1100 membres au niveau de Quad Amiante. Et puis, donc, notre but en tant que club, c'est d'offrir des sentiers pour tous ces gens-là, des sentiers sécuritaires, agréables, un maximum de destinations possibles là, pour agrémenter la randonnée. Mais ça reste la randonnée en tant que tel. Tu viens de dire qu'il y a 1100 membres, mais est-ce que c'est 1100 membres qu'on recrute sur le territoire de la région de Thetford? La majorité sont de la région, mais on a quand même beaucoup de monde de l'extérieur. On a été surpris dernièrement, on a fait un listing avec vraiment les adresses de nos membres. On a beaucoup de gens de Victoriaville, entre autres, la portion de l'Est. On va jusqu'à Montréal, on va à Québec, on va à Lévis. C'est souvent, par contre, ces gens-là, des gens qui ont des choix des chalets dans le coin ou des choses comme ça. Ah oui? Fait qu'ils vont laisser les machines ici, ils viennent passer l'été ou pendant les vacances d'hiver ou peu importe, puis ils vont profiter pour faire du quad dans notre territoire. Donc, c'est un organisme qui est voué à préparer, à aménager des sentiers pour ceux qui possèdent des quads. Exactement. Vous en avez combien de kilomètres de sentiers? On a plus ou moins 300 km, autant en été qu'en hiver, d'accessibles. Ah, parce que c'est 4 saisons, là? C'est 4 saisons, effectivement. Nous, on est, puis non seulement c'est 4 saisons à Quad Amiante, mais on est un des rares clubs au Québec, pas le seul, mais un des rares, à être réellement 4 saisons. Puis je m'explique, c'est que on n'a pas de fermeture. Par exemple, la période de chasse va commencer là, très prochainement. Ouais. Nous, on n'a aucune fermeture de sentier. Il y a beaucoup de clubs qui doivent fermer des portions de leur sentier pour cette période-là. Nous, pas du tout. Fait qu'on se prépare actuellement. Normalement, l'automne, la période de chasse, pour nous, non seulement on ne ferme pas, mais on reçoit énormément de gens parce que quiconque chasse pas et veut faire du quad ont à peu près juste que nous comme alternative, ou en tout cas très peu d'autres. Et ça existe depuis combien d'années, ça, cet organisme-là qui s'occupe de l'aménagement de sentiers? Le quad en tant que tel existe depuis au-delà d'une vingtaine d'années dans la région. Par contre, Quad Amiante est né d'une fusion en 2006, donc 15 ans cette année, de 4 clubs. Donc, l'IRFAN de Tringis-Bretonne, le club de Thetford, évidemment, Adstock, qui était anciennement Saint-Méthode, et Coleraine d'Israélie. Okay. Donc, à un moment donné, ces gens-là se sont assis et puis ont décidé pour la viabilité du sport, pour la viabilité du club aussi, là, parce que anciennement, c'était 4 petits clubs avec tous des budgets, avec des machines différentes, puis tout ça. Donc, en regroupant tout ça, ça a donné vraiment un grand élan à Quad Amiante, qui a été gardé, le nom de Thetford qui a été conservé là, pour la fusion. Donc, c'est ça. On arrive à notre 15e année, puis on est parti. Et quand tu me parles que vous avez un peu plus de 300 km? Oui. Bon. Est-ce que vous touchez ou recoupez des sentiers de motoneige? De moins en moins. De moins en moins? On va souvent être parallèle, à la limite, à la motoneige, mais on évite au maximum de partager des sentiers. Pour la simple et bonne raison, pas parce qu'on les aime pas d'aucune façon et vice-versa, simplement parce qu'on a deux réalités complètement différentes d'entretien de sentiers. La motoneige circule sur la neige. Nous, on l'évacue. Nous, on circule comme des automobiles. Donc, les motoneiges n'ont pas de plaisir à circuler dans nos sentiers parce que souvent, il va y avoir du gravier, il va y avoir... Puis nous autres, à l'inverse, parce qu'on est sur des roues, ben dans la trouée et de neige, ça fait des roulières, là, on reste plus pris, c'est plus confortable, c'est pas agréable. Fait que bref, c'est pour ça que de plus en plus, à moins qu'on soit vraiment obligé, dans certains coins, des fois, il faut sortir ensemble, ou un pont ou des choses comme ça. Mais tout le reste, maintenant, c'est parallèle au pire, sinon on a simplement chacun nos sentiers indépendants. OK. Et quand j'ai posé la question de savoir si vous utilisiez des parties de territoire ou de sentiers de motoneige, c'est parce que dans ma tête, j'imagine que vos 300 km de sentiers sont majoritairement dans des lieux forestiers ou des champs. En fait, c'est pas sur les routes, ça. En fait, on a, sur les 300 km, on a à peu près une centaine de kilomètres de sentiers qu'on appelle 4 saisons. Donc, ça, c'est vraiment des sentiers qui sont extérieurs de la route. Donc, beaucoup sur le territoire des mines, entre autres, là, qui nous aident beaucoup là-dessus.
Le reste, ça peut être des portions de champs en hiver, les érablières. On a du rang aussi. Évidemment, la facilité qu'on a, nous, de rouler en tant que tel. Donc, quand on a une problématique de droit de passage entre deux boisés, justement, ben, nous, on a l'avantage de pouvoir prendre la route et d'en faire un bout. Évidemment, on a des droits de passage, tous faits de façon légale avec les municipalités et tout ça, mais on a quand même cette opportunité-là, nous autres, cette facilité-là, que malheureusement, la motoneige n'a pas en tant que tel. Donc, si vous avez le droit d'utiliser les routes secondaires puis rurales, parce que vous avez une plaque d'immatriculation. Oui, on est plaqué, oui, okay. Mais on est plaqué de la même façon que la motoneige, par contre. OK, ouais, c'est vraiment... malgré qu'on reste du monde du VHR, qu'on appelle, donc c'est vraiment des véhicules hors route. On n'est pas... on a des privilèges de circuler sur certaines, mais c'est pas un droit acquis du tout, là, loin de là. On a parlé de 1100 membres, et juste un peu avant le début de l'émission, tu me disais, je pense qu'on va augmenter encore. Est-ce que c'est un phénomène qu'on peut... Bon, si on est capable de trouver des côtés positifs de la chose, là, la fameuse COVID, là, le coronavirus, est-ce que c'est une conséquence de l'augmentation des gens qui vont faire du plein air beaucoup plus? Parce que cet été, on l'a vécu au niveau des campings qui étaient pleins. Est-ce que vous autres aussi, vous bénéficiez, entre guillemets, là, de la COVID? On fait partie des rares chanceux, effectivement, qui sont avantagés. Oui, il faut être prudent là, quand on dit ça. Mais... donc, on est privilégié dans le sens où, justement, les gens, du fait qu'ils ne peuvent plus aller à l'extérieur, peuvent faire des voyages, par exemple, dans le sud, puis tout ça, puis beaucoup plus limités même au Québec, ont choisi d'aller vers des véhicules récréatifs, motorisés ou non. Donc, on s'est retrouvé avec des ventes absolument records. Là, on n'a pas les chiffres finaux, mais à peu près tous les concessionnaires ont manqué de machines. Sur le marché de l'usager, par exemple, il n'y a plus rien. C'est vraiment remarquable là, comparé aux autres années. Donc, puis cette année, je n'ai malheureusement pas tout à fait les derniers chiffres encore, là, mais on s'attend à tout près de 1200 membres cette année. Donc, c'est déjà une augmentation majeure. Ah oui, hein? Et puis, on a très hâte de voir notre nouvelle saison commence le 1er novembre. Et vu la quantité astronomique de machines qui s'est vendue, on sait pertinemment que dans ceux-là, il y en a qui n'ont pas pris le carte de membre parce que bon, c'est plus dispendieux pour 1 ou 2 mois qui restent là, en tant que tel. Donc, on s'attend peut-être là, à des records de vente ou des records de membership pour la prochaine saison. Parce que j'imagine que pour avoir l'autorisation de circuler sur vos sentiers, il faut être membre. Absolument, par contre. Ça coûte combien pour être membre? Une carte de membre annuelle coûte 330 $. Ça inclut un 50 $ d'assurance responsabilité. Si les gens ont déjà une assurance responsabilité, ils peuvent se faire créditer une grande partie de ce montant-là. Ça, c'est la carte annuelle. Ça veut dire que, donc, évidemment, circulation à l'année, mais ça donne aussi, c'est la carte provinciale, donc partout au Québec. À ce moment-là, l'accès est disponible là, avec cette même carte-là. Et est-ce que des gens de l'extérieur peuvent venir emprunter vos sentiers avec un coût journalier ou à la semaine ou quelque chose du genre? Vous avez des tarifs? Il existe, dans le fond, 2 cartes de membres pour les gens à l'occasion. On parle d'une carte pour une journée ou d'une carte pour 3 jours. Ah bon? Passé ça, on a la carte annuelle et quand on arrive au printemps, on a une carte aussi, la même carte dans le fond, mais qui devient une carte estivale. Donc, les gens, par exemple, qui n'en font pas l'hiver, qui font de la motoneige ou que peu importe ce qu'ils font autre, à ce moment-là, ils ne sont pas obligés de payer le gros prix, entre guillemets, pour l'année au complet. Ils vont attendre au printemps plutôt, puis ils vont prendre la carte d'été, qui, elle, va être aux alentours de 220 $, si je me rappelle bien, cette année. Alors, tu m'as dit que ça faisait une vingtaine d'années qu'il y avait des organismes quad dans le milieu ici. Et là, tu es le premier employé permanent, hein, le coordonnateur et chargé de projet. Effectivement. Ça a pris du temps avant que l'organisme se dégêne pour trouver quelqu'un pour travailler à temps plein? C'est une réalité qui est... c'est un besoin qui n'était pas là au début. Au début, c'était beaucoup plus à la bonne franquette, si je peux me permettre l'expression. Donc, c'était des chums qui se négociaient avec un propriétaire, un cultivateur, par exemple, de le droit de passer sur leur terre, puis ainsi de suite. Puis ça commençait tranquillement, le réseau s'est bâti comme ça, s'est structuré comme ça, mais c'était souvent des droits saisonniers, c'était pour l'année, c'était... Après ça est arrivée la fusion. Là, c'est une des raisons pour laquelle la fusion est arrivée, justement, c'était d'essayer de consolider le réseau, puis de faire en sorte qu'il devienne 4 saisons, justement, qu'il soit beaucoup plus facilement accessible. Ça a été un grand pas. Mais encore là, à l'époque, c'était beaucoup moins lourd au niveau de l'administration, au niveau de la complexité des tâches. Je pense déjà juste à l'environnement.
Aujourd'hui, c'est quand même, même si c'est requis, là, c'est nécessaire, on ne le remet pas en question, mais c'est quand même une charge de travail assez importante au niveau des droits de passage, au niveau des développements de nouveaux sentiers, puis tout ça. Donc, ça fait que le travail s'est spécialisé, ni plus ni moins, entre-temps. Anciennement, c'était le gars, il allait bûcher le sentier, puis il allait voir le cultivateur, il demandait son droit de passage, puis il conduisait le tracteur, puis c'était des gens multitâches. Le fait que la tâche s'est alourdie, justement, à un moment donné, bien, ces gens-là sont devenus, comme on dit souvent, nous autres, un gars de terrain, c'est un gars de terrain. Il aime ça être sur le terrain. Il aime ça, à la limite, conduire le tracteur, mais il aime ça être dans le bois, puis travailler dans le bois. Quand on arrive, qu'on lui dit, ben c'est le fun, mais pour être dans le bois, il va falloir que tu remplisses des droits de passage, par exemple, puis que tu ailles au ministère des Transports pour demander des autorisations pour traverser les routes, puis à l'environnement pour avoir la permission de mettre un ponceau là, puis tout ça. Là, ils déchantent un petit peu. Puis c'est tout à fait normal parce que leur plaisir, c'est d'être dans le bois. Fait que c'est ça qu'à un moment donné, tranquillement, avec le temps, cette tâche-là, en devenant plus lourde, plus spécialisée, a fait en sorte qu'on a perdu beaucoup de bénévoles. Donc, on a eu beaucoup plus de difficultés à recruter du bénévolat. Ça devient, en devenant plus spécialisé aussi, donc ça prend des gens, c'est plus juste la bonne volonté, comme ça a été le cas au tout début, disons. Maintenant, ça prend des connaissances spécialisées, puis tout ça. Fait que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tranquillement, on s'est mis à réfléchir, on s'est dit, ben là, on va falloir trouver une solution, parce que le membership est là, le plaisir est là, les sentiers, la réputation, tout est là, sauf qu'à un moment donné, on ne fournit plus à gérer tout ça. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée, dans le fond. Et toi, tu fais du quad depuis combien d'années? Personnellement, ça fait 15 ans. Ah bon, alors... J'ai acheté ma première machine, ben, j'en avais eu avant, mais d'occasion, disons. J'ai acheté ma première machine, puis cette année-là, je suis rentré dans l'organisation, puis je suis jamais vraiment ressorti, là. Et là, c'est toi qui as la tâche de partir la nouvelle année. C'est dans 2 semaines. Là, on est dans la semaine du 12 octobre. Tu dis que votre année, vous autres, c'est du 1er novembre au 30 octobre? Effectivement. Okay. Donc, c'est ça, c'est tout prêt. On va partir notre nouvelle saison. Donc, là, à ce moment-là, nos membres procurent le nouveau droit de passage, donc pour la nouvelle saison, justement. C'est sûr que oui, moi j'arrive un petit peu, je suis arrivé un petit peu avant, j'ai commencé là plus tôt un petit peu, mais j'ai hâte de voir rendu là, mais probablement que je vais être probablement encore un petit peu en mode pompier, là, appelons ça comme ça, dans le sens où c'est beaucoup plus de mettre en place, de régler les problématiques qu'on avait déjà, qu'on ne pouvait pas régler faute de temps. Donc là, moi actuellement, c'est beaucoup plus de calmer ces choses-là ou de finaliser ces choses-là. Puis aussitôt que ça va être fait, là, je vais embarquer dans le développement beaucoup plus concret de la structure et autres variables. Eh bien, Martial, je vous souhaite à toi et à tous tes membres bonne route et merci beaucoup. Bien, merci à vous. Puis, excusez, si vous me permettez juste, merci à Desjardins de nous avoir subventionné pour le coordonnateur chargé de projet. C'est les seuls qui ont cru en nous et qui nous permettent d'aller chercher cette portion-là. Je m'excuse, je voulais... Ah, bien, merci beaucoup. C'est important. Merci. Alors, demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à mon émission, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui va nous parler d'allaitement. Brigitte Douville, bonjour. Bonjour Pierre. Bénévole pour l'organisme qui s'appelle Coup de pouce nourrice. Oui. Puis là, j'ai bien parlé d'allaitement. Alors, c'est ça, hein? Effectivement. C'est un organisme... bon, si je pose la question, je vais paraître... elle s'adresse à qui? Mais aux femmes, j'imagine? Ça s'adresse aux femmes et ça s'adresse aussi à leur entourage. Ah bon, OK. Coup de pouce nourrice, c'est un organisme d'allaitement, de soutien, de promotion d'allaitement maternel. Et aussi, on a un mandat de protection, un peu un mandat social pour l'allaitement maternel. Ça s'adresse aux mamans principalement, mais ça s'adresse aux papas, à la famille élargie, aux enfants aussi. On intègre tout le monde là, au niveau de l'organisme. Bon, au maman, ça, je comprends, là. Au papa, là, je comprends moins. Quand on allaite, il faut être soutenu par son entourage. Que OK, ça soit le papa c'est une question ou de soutien, là. Oui, je comprends. Que ce soit au niveau de l'entourage. Des fois, le papa n'est pas nécessairement présent. Il peut travailler à l'extérieur. Des fois, il n'y en a pas du tout. C'est au choix. Des fois, il y a 2 mamans aussi. Alors, à ce moment-là, ça s'adresse aussi à l'entourage et pour soutenir la maman.
À l'été, on se lève la nuit, c'est comme le biberon, mais on n'est plus seul à allaiter. Des fois, ça va bien, on a un bel allaitement, mais des fois, il y a des petits problèmes qu'il faut corriger qui demandent juste un petit coup de pouce. Alors, à ce moment-là, bien, c'est nous qui entrons en ligne de compte, puis on est avec le papa et la maman et l'entourage pour donner des trucs pour que ça aille mieux. Oui, là, on est dans la semaine du 12 octobre, mais il y a eu la semaine de l'allaitement la semaine dernière. Semaine mondiale de l'allaitement qui a eu lieu. Ah, c'est la semaine mondiale. Semaine mondiale de l'allaitement, c'est célébré mondialement. OK. Alors, à ce moment-là, c'est divers organismes de la région, nous ici en Chaudière-Appalaches, mais là, comme tu l'as dit, Pierre, là, c'est vraiment mondial, mais moi, je peux parler plus de la région. Oui. À ce moment-là, ça a été souligné à plusieurs niveaux. Il y a des allaitements virtuels qui ont eu lieu. Alors, tout le monde se branche avec sa tablette, son téléphone. Et, ah oui, cette année, à cause de la COVID, j'imagine que là... Exactement, oui, on n'a pas eu le choix, là. Mais normalement, les mamans, dans les années antérieures, se rejoignaient dans un centre. On a déjà vu ça dans des centres commerciaux, Place Laurier, des choses comme ça, là, pour parler de ces exemples-là. Et on se réunit pour allaiter. Un peu dans le mandat de protection que je parlais tout à l'heure, bien, c'est que ça fait voir qu'on peut allaiter en public, qu'on a le droit d'allaiter, que les mamans allaitent, puis que c'est naturel aussi, là. C'est vraiment un geste de don de soi qui est vraiment de base. Parce que tu me disais, juste un peu avant le début de l'émission, qu'il y a encore des gens qui réagissent négativement par rapport à l'allaitement d'une dame en public, mais qui sentent qu'elle... Souvent, moi, je vais t'avouer que je suis étonné, sidéré. Les gens, des fois, vont paraître plus mal à l'aise. Moi, ce que je vois, là, c'est des gens qui sont mal à l'aise, qui ne savent pas trop comment réagir, qui n'ont pas eu de gens qui étaient dans l'allaitement dans leur entourage, que des personnes qui n'auraient pas allaité leur enfant, ils ne savent pas comment réagir. Il y en a d'autres que ça va être leur perception ou leur valeur. À ce moment-là, c'est important de les respecter, mais c'est important de respecter la maman aussi là, qui donne. Alors, nous, dans la région, ce qu'on a fait, Coup de pouce nourrice, on a des petits collants qu'on pose dans les commerces et qu'on a un endroit pour allaiter. Alors, si la maman, il fait froid ou on est dans un centre commercial, c'est pas fonctionnel, on n'a pas de banc, chaque commerce avec le petit logo peut, à ce moment-là, avoir un endroit qui est plus tranquille pour allaiter. Là. Oui. Ouais. Fait que, oui, ça arrive encore qu'il y a des gens... Mais c'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on est là. OK. Et quand l'organisme s'appelle Coup de pouce, oui. Nourrice, alors quel genre de coup de pouce que vous donnez au moment qu'il allaite? Principalement, on a un mandat d'aide de marrainage, comme on appelle, c'est du soutien individuel. Alors, à ce moment-là, la mère peut appeler soit avant qu'elle accouche ou soit après quand elle a un problème. On prend tout le monde, on accepte tout le monde. Alors, et à n'importe quel moment là, de leur allaitement ou de la grossesse. On peut avoir des moments d'information et des moments ponctuels où est-ce que ça va mal. On a besoin d'être soutenu, comme on dit, coup de pouce nourrice. Alors, on les rencontre en individuel par téléphone, par texto, ou bien ils peuvent appeler eux autres mêmes si on n'a pas de rendez-vous pris avec la maman, qu'elle n'est pas nécessairement au courant de nos services et qu'elle ne s'est pas prévalue antérieurement d'une marraine, on va appeler ça comme ça. À ce moment-là, elle peut texter, elle peut appeler ou elle peut même aller sur Facebook, envoyer un message privé et on lui répond à ce moment-là. On essaie de l'orienter là, pour justement que son allaitement soit mieux. Et il y a même des gens qui veulent de l'aide pour arrêter d'allaiter. Puis c'est correct aussi parce qu'il y a des mamans on commence à allaiter, mais il y a des moments où il faut arrêter. Mais là, comment on arrête, comment on s'y prend pour arrêter, ça aussi, nos bénévoles sont formés pour ça. Oui. De quelle façon vous recrutez? Je ne sais pas si j'hésite, là, je veux parler de membership, mais vos membres, vos personnes avec qui vous faites affaire, c'est inévitablement des jeunes mères, là. Mais mamans, est-ce qu'ils sont membres? Est-ce que vous avez un membership? Non. Souvent, c'est les mamans qui se présentent de bouche à oreille. Alors, à ce moment-là, il y en a une qui a découvert nos services,
qui a vu un pamphlet traîner dans une salle de médecin ou un professionnel de la santé qui leur a parlé, parce qu'on est en contact beaucoup avec les CLSC, les infirmières nous connaissent. À la naissance, ici, au Centre Mère-Enfant de l'hôpital de Thetford, ils nous transmettent aussi toutes nos coordonnées. Alors, la maman, quand elle sort de l'hôpital, elle sait normalement qu'on existe. Elle n'a pas eu nécessairement recours à nos services, mais pour, si elle veut voir un peu qu'est-ce qu'on fait ou à rentrer en contact, on n'a pas, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Elle peut se présenter au moment où elle veut, puis se communiquer avec nous au moment où elle veut. Et en passant, on a une belle maison. Maintenant, les ateliers sont tous donnés. On était au CLSC antérieurement, pour ceux qui nous ont connus. Pendant les 23 dernières années, on était au CLSC dans une pièce au sous-sol. Maintenant, on s'est acheté une propre maison. Ah, c'est riche! on l'organisme. On a fait des levées de fonds. C'est sûr que c'est pas une grande maison, mais c'est un lieu où les mamans se sentent un petit peu plus chez elles, où c'est un peu plus convivial. Puis à ce moment-là, on a des endroits avec des chaises hautes. Bon, bien, sais-tu à quel endroit, cette maison-là? 76 rue, mon Dieu, Saint-Joseph-Nord. Ah, ben, pas loin de l'hôtel de ville? Pas loin de l'hôtel de ville, un petit peu dans la mire de l'hôtel de ville, là, dans les rues un peu plus bas. Ouais. Ah, bon. Alors vous êtes assez riche pour vous acheter une maison. On fait des levées de fonds. En passant aussi, on est toujours en levée de fonds présentement. C'est sûr qu'on a des subventions gouvernementales, mais ça ne fonctionnerait pas. Nous, c'est tous des bénévoles qui sont formés. Les formations, ça coûte cher. Il faut des livres aussi, parce qu'on ne dit pas n'importe quoi. On n'est pas des mamans qui sont sur les réseaux sociaux et qui disent un peu ce qu'on entend ou ce qu'on pense. On est tous des mamans formées. On a tous allaité. Beaucoup sont des professionnels aussi de la santé, mais on a 3 ou 4 formations par année pour aider les mamans dans tout ça. Alors, à ce moment-là, oui, des ateliers, on en anime, mais il faut supporter les mamans, mais d'une bonne façon. Alors, tout ça, ça coûte un peu de sous. Et si vous vous rendez sur la page Facebook, on a un beau bingo virtuel présentement qui a lieu. Alors, comment s'appelle la page Facebook? Alors, vous vous rendez à Coup de pouce nourrice. Et sur Facebook, vous allez trouver aussi simple que ça, Coup de pouce nourrice. Alors, vous demandez suivre cette page-là. On a tous les renseignements sur le bingo virtuel. Puis nous, ça nous aide. À chaque année, on fait aussi des bébés bazars. Là, cette année, avec la pandémie de COVID, on a annulé. Mais encore, on aide aussi les mamans à vendre leur linge. Et avec la location de table, à ce moment-là, on peut ramasser quelques sous. Qui vous ont permis, ces sous-là vous ont permis d'acheter une maison. D'aider les mamans surtout, hein, ouais. C'est ça, oui. Mais là, tu parles de bénévoles. Vous êtes combien de bénévoles? Est-ce qu'il y a... Bon, ma question est en deux volets, là. Je vais imiter un célèbre animateur de l'émission. En 2 volets, vous êtes combien de bénévoles et quel genre d'atelier que vous donnez? Alors, on est une vingtaine de bénévoles. Ce sont tous principalement des mamans qui ont allaité, hein, je vous dirais, parce que justement, on parle un peu en connaissance de cause, mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est tous des mamans formées. Ça, c'est très important de le dire, parce qu'il faut faire une différence entre les réseaux sociaux qui donnent des conseils des mamans. Moi, je pourrais donner des conseils à ma voisine sur l'horticulture, mais toujours est-il que je n'ai pas de formation en horticulture. Alors, si sa plante meurt, c'est pas si grave. Si je donne un mauvais conseil en allaitement et il y a un problème, une infection, quoi que ce soit, c'est pas tout à fait. OK. Votre deuxième question... Au niveau des ateliers, là, tu parles que vous avez des ateliers. Quel genre d'ateliers? À la maison Coup de pouce nourrice, on a des ateliers hebdomadaires principalement pour socialiser et pour donner de l'information. Alors, ça donne l'occasion aux mamans d'être en mesure de voir d'autres mamans qui allaitent, de se rassembler entre pairs, d'échanger aussi sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va plus mal, leurs bons coups, leurs mauvais coups, et d'apprendre des choses. On a des ateliers, très vaste gamme d'ateliers, qui passent par du yoga, aussi du bricolage. La semaine dernière ou dans les semaines là, qui viennent de passer, on a pris des empreintes de petits pieds de bébé qu'on peut mettre
accrochés au mur. On fait des colliers de dentition pour les bébés. Il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, des professionnels de la santé qui viennent, comme des physiothérapeutes. Là, prochainement, là, ce qu'il y aura au mois d'octobre, c'est il y a des initiations au massage avec une massothérapeute certifiée. Il y a la santé des femmes, une petite rencontre d'information animée par une physiothérapeute sur tout ce qui se passe après. Des fois, on a des petites pertes urinaires, des petits problèmes au niveau de tout notre corps qui ont fait en sorte que la grossesse elle mérite un suivi là, suite à ça. On a aussi de l'aquapoussette. On a des ateliers de cuisine, on fait de la préparation de nourriture pour les petits bébés. C'est plein de choses. Sur la page Facebook, vous aurez toutes les OK, détails. alors on rappelle, là, ça s'appelle Coup de pouce nourrice. Coup de pouce Aussi nourrice. simple que ça. Sur Facebook, vous allez avoir notre coordonnatrice Jessica Lacombe, qui est une perle, gère bien la page Facebook en même temps qu'elle nous aide, nous les bénévoles, à se coordonner avec tout ça. Elle fait aussi l'arrimage des mamans avec les bénévoles pour que ça se jumelle bien. Elle fait un bon travail et elle anime la page Facebook. Vous allez tout être au courant de ça. Il y a à peu près combien on va dire une clientèle, là, Non. par année à peu près? Là, Présentement, on a 1000 membres sur notre page Facebook. Fait que c'est tant quand que ça. même, on a un bon suivi. Tu sais, il y a des mamans qui vont avoir 3 enfants. Alors, ils vont venir périodiquement. Ils vont venir là, quelques mois en 2014, quelques mois en 2016. Ah, là, présentement, en 2020, ils ont eu un autre petit. Ah, ben là, ils vont revenir. Alors, c'est cyclique. C'est sûr qu'avec la pandémie, les ateliers ont beaucoup diminué de volume, pas plus que 10 personnes, la distanciation. Alors, c'est sûr qu'on fait un petit peu plus d'ateliers, on les fait plus fréquemment pour accueillir une diversité de gens. Mais ça peut avoir, là, hors COVID, des fois une vingtaine, trentaine de personnes dans certains ateliers. Si on parle là, de la nutrition chez les enfants, ça l'attirait beaucoup. À l'aquapoussette aussi, dans les vacances de Noël, ça l'attire, les vacances d'été aussi. Puis, je le dis encore, les papas sont admis et la famille élargie aussi. Bien, merci beaucoup, Brigitte, de tous ces beaux renseignements-là. Ça fait plaisir. Puis les gens, de toute façon, les mamans sont contactés via l'hôpital avec les renseignements pour vous contacter. Si jamais elles ont des questions, les mamans, on peut aller sur la page Facebook en message privé et on vous répond certainement. Bien, merci beaucoup. Merci. Vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.